Les surdoués seraient affectivement immatures. On trouve ça dans l'essentiel de la littérature sur le sujet. Et cette immaturité est l'un des points avec lesquels les surdoués se tyrannisent le plus, parce que ce serait une des principales causes de leur souffrance. Cette immaturité les amènerait à rechercher constamment des relations de type fusionnel, si on reprend hâtivement un vocabulaire psychanalytique sans le réinterroger. Donc ils seraient en quête de fusion avec leur interlocuteur, que ce soit un ami, un enfant, et encore plus, bien sûr, l'être aimé, celui dont ils sont amoureux. Et cette quête fusionnelle serait évidemment totalement infantile, serait le signe qu'ils sont pas sortis au fond de la relation à la mère, telle que une certaine psychanalyse de Bazard et une certaine psychologie de Bazard véhiculent l'explication de la psyché depuis à peu près un siècle. Bon. Et bien sûr, ce qui serait incapable d'accepter, c'est la limite que les autres acceptent. Cette limite qui permet de fonder sa subjectivité, d'accepter l'altérité de l'autre et d'accepter la frustration dans la relation. Et donc, étant incapable d'accepter la frustration parce qu'ils seraient dans cette relation infantile, du coup, ça les condamnerait à des relations très insatisfaisantes. Et puis évidemment, ça en ferait aussi la proie, la victime désignée de personnalités perverses. Là aussi, il y a des dizaines de vidéos sur la question des fameux pervers narcissiques dont les surdoués seraient des cibles privilégiées parce que leur immaturité, leur trop fort besoin affectif serait ce dans quoi s'engouffrerait le pervers. Bon. Derrière tout ça, il y a non seulement beaucoup de lieux communs, assénés en général avec force argument d'autorité, mais il y a surtout une conception très naïve de la psyché, très simpliste. Si on revient sur cette question de la fusion, du fantasme de fusion, c'est-à-dire du fantasme par lequel je me prolonge imaginairement dans l'autre et une continuité s'établit entre l'autre et moi et devient un reflet de moi-même. Ce fantasme n'est absolument pas un fantasme spécifiquement infantile. C'est en fait un fantasme qui est une nécessité pour tout être humain, surdoué ou typique. Une absolue nécessité parce que c'est l'un des fantasmes par lesquels nous pouvons combattre, au fond, la conscience de notre finitude. C'est la conscience de notre finitude, du temps qui passe et surtout de notre solitude existentielle qui nous menace de sidération. Et nous avons besoin, évidemment, ayant cette conscience, de pouvoir imaginairement nous supposer en continuité avec l'autre. On en a tous besoin. Qu'est-ce qui distingue les surdoués des autres? C'est qu'en fait, ce qu'on a appelé les récits collectifs, c'est-à-dire l'ensemble des normes qui régit un espace social, un groupe, une société, une culture, ces récits collectifs prescrivent, en général, la manière dont le fantasme fusionnel va être incarné, autour de quoi il va se soutenir. Et la manière de le soutenir pour la plupart des individus, c'est de fantasmer non pas une fusion avec cet autre-là, cet interlocuteur qui me fait face, dans sa singularité, mais plutôt une fusion avec le groupe, avec une sorte de modèle commun, d'où l'application à tenir des postures, d'où l'application à se fondre dans ce que les normes prescrivent. Finalement, je sais pas moi, de journalistes, de ouvriers, de mineurs, de paysans, de psys qui se font face et qui discutent, et dans le mode typique, qui d'habitude, au fond, ne discute de rien en apparence. Je rappelle ce que j'avais évoqué dans les vidéos sur la sociabilité visuelle. C'est-à-dire ne discutent de rien, discutent de choses extrêmement prévisibles, n'échangent pas vraiment des informations, sont constamment en train de tenir leur rôle et de corroborer leur rôle respectif. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se raconter à eux-mêmes et à l'autre, oui, nous sommes bien ceux que nous pensions être, nous sommes bien, alors, je sais pas moi, nous sommes bien des intellectuels de gauche, nous sommes bien des psys, et tout le confirme,
la manière dont nous parlons des films que nous sommes allés voir, les livres que nous avons lus, l'humour que nous avons, le type de musique que nous écoutons, et le type de discussion que nous engageons, le vocabulaire qu'on emploie, même la manière les gestes, voilà, une certaine manière de composer son attitude. Et au fond, il y a bien une fusion extrêmement infantile, avec une sorte d'idéal, de modèle idéal de ce que devrait être le psy, une sorte de combinaison au fond d'attributs empruntés à Freud, puis un certain nombre d'autres, et figés dans l'imaginaire collectif, de sorte que il suffit de se conformer à ça pour se dire « j'en suis ». Et c'est pas moins infantile. Et finalement, infantile, c'est même pas le bon terme, parce qu'au fond, on s'en fout. Finalement, la question de l'infantilité, ou la question de la maturité ou de l'immaturité, ce sont des notions qui servent à stigmatiser un comportement, une conduite, sont des notions par lesquelles la morale usuelle revient au grand galop pour pour jeter l'opprobre sur ce qui ne correspond pas aux normes qu'elle prescrit. Donc, oui, bien sûr, dans le fonctionnement typique, il y a un fantasme de fusion qui est constamment à l'œuvre, et qui est d'une certaine manière infantile au sens où, bien sûr, nous ne cessons jamais, qui que nous soyons, d'être des enfants désemparés face au temps qui passe, face à la mort, face à la solitude. Et que adulte, au fond, c'est un terme très énigmatique, et c'est finalement pas grand-chose de plus, au fond, qu'une posture parmi d'autres. Posture auquel les surveux ne croient pas. Alors à partir du moment où ils n'arrivent pas, précisément, à se sentir fusionnés avec le groupe, parce qu'ils en adopteraient les codes, du coup ils sont condamnés soit à la plus grande des solitudes, à une solitude qui est désespérante pour n'importe quel être humain, soit à chercher à soutenir le fantasme fusionnel autrement. Ce qui les entraîne, effectivement, à être régulièrement face à leur interlocuteur, dans une attitude qui est très différente de l'attitude typique, où, d'une certaine manière, il s'agit effectivement de se débarrasser, c'est-à-dire tout ce sur quoi se fonde la sociabilité typique, la reconnaissance des statuts, et les mécanismes d'identification à un certain nombre de signifiants un peu magiques, je suis un homme, ou je suis une femme, je suis un quadragénaire, ou j'ai la vingtaine, ou etc. J'appartiens à telle catégorie sociale, je suis français, ou X, etc., etc. Et finalement, dans le fonctionnement typique, l'individu se construit par identification avec un certain nombre de ces groupes, et les signifiants deviennent un peu des signifiants magiques qui emportent avec eux un certain nombre d'attributs qu'il s'efforce de tenir le plus possible, qu'il s'efforce d'incorporer dans l'ensemble de son attitude. Le surdoué, c'est celui qui n'arrive pas à ça, qui croit pas à ça, ça ne tient pas, il sait pas bien ce que ça signifie que d'être homme ou femme, que d'être cadre, ou d'être... voilà, ça fait pas sens pour lui. Du coup, dans son abord de l'autre, en effet, ce qu'il va commencer par faire, c'est virer tout ça. C'est-à-dire, un peu comme si c'était l'écran qui permet pas de voir qui est l'autre. Ça va être une manière de dire, je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Bien sûr, j'appartiens factuellement à un certain nombre de catégories, mais je suis une énigme pour moi-même, je suis ailleurs que ça, que là, et ce que je cherche en vous, c'est autre chose. Donc bien sûr, il va établir la communication dans un endroit où, en effet, la fusion se joue selon des modalités totalement différentes et elle se joue directement d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre. La fusion comme fantasme. Il y a quelque chose qui était très bien décrit par Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant, c'est un anthropologue qui a travaillé beaucoup sur la Grèce antique, personnage assez extraordinaire, et qui, dans un ouvrage qu'il a fait à la fin de sa vie pour raconter un peu son parcours, décrit dans une magnifique introduction la façon dont il a toujours conçu les relations, et notamment d'ailleurs les relations à ses élèves quand il était enseignant, qu'il apparente aux relations qu'il a connues pendant la guerre, parce qu'il a été résistant, une des grandes figures de la résistance du Sud-Ouest, un de ceux qui a dirigé la région Sud-Ouest. Et ce qu'il a vécu notamment pendant la guerre, dans la résistance, c'est cette proximité extraordinaire de gens que tout séparait la veille encore, y compris tout sur un plan idéologique, puisque lui était aux jeunesses communistes dans les années 30,
Et il s'est retrouvé camarade de résistance de gens qui venaient plutôt de l'Action française, c'est-à-dire de cette extrême droite nationaliste qui a résisté, et en même temps camarade, frère de sang, et se découvrant, et des gens de tous les milieux sociaux, de tous les âges, et se découvrant tout d'un coup une proximité immense. Et donc, quand il parle des rapports qu'ensuite il établissait avec ses élèves, quand ensuite il a enseigné, après-guerre, où il dit, en substance, que par-delà la dissymétrie des statuts, par-delà le fait que y en a un qui est prof et d'autres qui sont des élèves, par-delà les différences de personnalité, d'origine sociale, enfin, tout ce qui sépare, il a toujours cherché à établir avec ses étudiants cette philia grecque, c'est-à-dire cette amitié ou amour, philia, pour les Grecs anciens, dont, en substance, il dit que c'est finalement cette relation d'amour entre deux personnes qui vont mourir et qui le savent. Et où la relation s'établit à partir de là, à partir de cette certitude que finalement, par-delà tout ce qui peut nous séparer, nous sommes deux êtres humains. Deux êtres humains, ça veut dire deux mortels conscients de notre finitude, conscients du temps qui passe, conscients de la mort, conscients de nos solitudes. Et ce point est effectivement le point à partir duquel tout peut se créer. C'est bien sûr l'endroit où ça se passe pour un surdoué. C'est l'endroit où l'autre devient un alter ego et où peut se tisser une relation extraordinaire. C'est le point où, enfin, les écrans tombent et on peut partager des émotions. Ou en tout cas, justement, à défaut de les partager, parce que d'une certaine façon, on ne partage jamais les émotions. L'émotion de l'autre est toujours singulière, et la mienne aussi. On peut en tout cas créer quelque chose comme une circulation d'émotions très intense. Mais bien sûr, c'est aussi le point périlleux. C'est-à-dire que c'est aussi le point où toute limite s'abolit, où il y a une sorte d'indifférenciation, où je me perds en l'autre, avec ce que ça peut avoir d'angoissant. Donc un des grands enjeux, quand on cherche ça, cet espace qui est aussi d'une certaine façon un espace hors loi, d'où la contiguïté de la question de la douance avec celle de la perversion. J'ai pas le temps ici d'approfondir, il ne s'agit pas de dire que les surdoués sont des pervers, mais il y a bien quelque chose de commun dans cette recherche de l'endroit où les lois, les règles, les limites ordinaires sont mises de côté parce qu'on cherche quelque chose de plus essentiel. Et donc, il y a bien quelque chose d'un magma de tous les dangers, mais aussi de toutes les créations. Et l'enjeu, pour le surdoué, ça va être de parvenir au sein de ça, au sein de ce moment de fusion, à réinstaurer de la limite, à réinstaurer une subjectivité, une différence avec l'autre, à pouvoir accepter justement malgré tout l'altérité de l'autre, à réinventer de la loi, mais je dis bien à réinventer de la loi, c'est-à-dire pas à se rabattre sur les limites usuelles, mais à inventer avec l'autre de la loi. Ce qui n'est pas du tout évident. Ce qui suppose à la fois de trouver les bons interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas horrifiés ou interloqués par cette manière qu'a le surdoué finalement de se montrer assez impudique au fond, un peu obscène finalement dans sa manière d'aborder l'autre. Obscène au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il est en effet hors de la scène usuelle, cette scène qui prescrit la manière dont doivent se dérouler les relations. Il est toujours en train de déborder, toujours en train d'essayer, en débordant et en violant les conventions habituelles, et finalement le terme violer là est à prendre dans un sens assez fort. Il est toujours essayé. Parfois il le fait par la provocation, par l'humour, parfois en exposant son intimité d'une manière qu'il ne serait pas censé exposer, en utilisant un registre de vocabulaire qu'il ne serait pas censé employer, ou très clairement en faisant voir ses émotions d'une manière qui va apparaître impudique. Il y a mille manières de le faire, mais il fait d'une certaine façon une proposition à l'autre. Une proposition qui est très régulièrement perçue par l'interlocuteur comme très dérangeante, comme justement obscène. Et c'est pas facile pour le surdoué qui a à la fois besoin d'aller là, de ne pas intérioriser cette réprobation quasi universelle et de ne pas avoir honte de ce qui est vécu dans le regard typique, mais de ce qu'il vit aussi lui-même très souvent, comme une forme d'impudeur essentielle dont il n'arrive pas à se débarrasser. C'est absolument pas facile. Donc, pour pouvoir aller chercher là ce qu'il y a à chercher, à cet endroit-là,
Il faut déjà arriver à s'autoriser soi-même, arriver à comprendre qu'il n'y a pas là quelque chose d'infantile, il n'y a pas là quelque chose de fondamentalement mauvais ou pervers ou impudique, ou d'ailleurs sans limite, qu'il y a un jeu là avec la limite. Mais pour pouvoir jouer avec la limite et ne pas s'y abîmer, il faut déjà ne pas culpabiliser, ce qui est extrêmement difficile. D'où l'intérêt notamment des explications que je suis en train de fournir là, et qui évidemment ne suffiront jamais. Parce qu'il ne suffit pas de le savoir de manière théorique. Le problème, c'est que cette désapprobation, elle s'est inscrite dans l'histoire de chacun de manière très concrète, par un certain nombre d'épisodes douloureux, par les regards d'interlocuteurs précis, parfois les parents, parfois d'autres, et que c'est toute cette histoire qu'il faut revisiter pour s'autoriser à s'apercevoir du fait que, non, il n'y a rien là de malsain en soi, que ce qui peut être malsain, c'est ce qui va en être fait éventuellement, mais que d'ailleurs, plus on va s'autoriser à cela, à aller chercher ça dans le rapport à l'autre, plus il y a de chances qu'on arrive à en faire quelque chose de sain. Et si on arrive à en faire quelque chose de sain, ça peut être quelque chose d'autant plus beau, d'ailleurs. Et, bon, je m'étends pas là sur les solutions ensuite, c'est bien trop complexe, mais il va être question, en quelques mots quand même, il va être question de la capacité finalement, avec l'autre, à s'engager dans un récit qu'on appellerait intersubjectif, c'est-à-dire qui est pas seulement un récit subjectif, le récit de chacun, mais de tisser ensemble un récit à deux, qui soit capable d'intégrer malgré tout la solitude essentielle de chacun et le récit de chacun. Dit comme ça, c'est évidemment un peu abstrait, mais ça demande en effet, par exemple, de façon très concrète, ça demande dans notre société de s'autoriser à inventer avec l'autre du jeu et de l'aventure, du jeu JEU, qui est la seule condition pour inventer du jeu JE. De l'aventure, s'autoriser à explorer les espaces, disons, d'invention hors cadre habituel, c'est-à-dire ne pas simplement se rabattre maladroitement sur les cadres figés qui sont proposés habituellement, comme le couple ou l'amitié, ou le meilleur ami ou le bon copain, savoir qu'on est de toute façon en train d'emblée, intrinsèquement, de transgresser ces cadres, et que finalement, ce qui s'invente là, c'est une relation, une histoire singulière, dont la seule manière de lui donner une chance de se déployer et de ne pas être ultra douloureuse pour chacun, c'est d'accepter qu'elle ne porte pas immédiatement de nom. Et que son nom, ses formes, il va falloir les inventer. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas en avoir, ce qui ne veut pas dire qu'on va rester dans un état de chaos, ce qui ne veut pas dire qu'on va être constamment dans la fusion, précisément. Mais la manière de sublimer ça, et de pouvoir accepter, précisément, d'en revenir de la fusion, de pouvoir accepter la frustration, de pouvoir accepter l'altérité, ça va être d'avoir une sorte de tiers, qui est ce récit commun, cette aventure commune, qu'on est en train de bâtir, et dans laquelle les moments de reflux, les moments douloureux, sont finalement des éléments même du récit, des éléments même de cette épopée qu'on est en train de construire. Et aussi bien dans l'amitié que dans l'amour. Et il me semble, au fond, que c'est la seule possibilité, dans cette relation surdouée aux autres, pour créer quelque chose qui non seulement ait du sens, mais qui puisse s'inscrire dans la durée de manière épanouissante. Sans quoi, on est condamné, et beaucoup de ceux que je reçois en témoignent, finalement à hoqueter, c'est-à-dire à avoir des moments comme ça avec l'autre, des moments où enfin il y a une espèce de partage qui paraît presque miraculeux, mais dont on a presque honte immédiatement après, et qui se referme avec une violence sidérante, et finalement à vivre dans une espèce d'alternance où on sent bien que là se joue quelque chose d'essentiel, et en même temps on est tellement convaincu du fait que c'est tout aussi bien l'endroit le plus pathologique que on est pris dans une double contrainte, et celle-là peut durer toute une vie, et elle est évidemment mortifère.